Nous abordons maintenant la troisième partie de cette journée des États généraux de la communication. Troisième partie qui va être consacrée à la marque en tant qu'actif immatériel et comment la communication peut être au service de la valeur de la marque. Pour en parler, j'accueille Alexis Carclins-Marché, qui est le partenaire du cabinet de conseil 8 Advisory. Alors, on va parler de cet actif immatériel de la marque. Comment est-ce qu'on peut le mesurer ? C'est une vraie bonne question. C'est vrai que, d'abord, merci pour l'invitation. Je dois dire que, en pensant au thème même, la communication au service de la valeur des marques, là on est sur un thème qui m'est cher puisque ça fait maintenant 25 ans que je mets de la valeur financière sur les marques. Et je trouvais même que le thème de ces états généraux était passionnant parce que c'est une forme de provocation de dire est-ce que la communication peut être vraiment un facteur de relance ? Est-ce que ça peut participer à la relance ? Vous le savez bien, quand on parle de communication, on imagine que c'est futile, parfois même inutile, en tout cas quelque chose, ça serait de la dépense. Et la dépense, c'est pas de l'investissement, ou en tout cas trop souvent, la dépense c'est connoté négativement. Je me souviens, pour une anecdote, d'un administrateur dans un conseil d'administration disant à l'entreprise, vous savez, si vous avez vraiment envie de dépenser plus en communication, en marketing, c'est que vous avez trop d'argent. Bon, alors la réalité est évidemment plus nuancée, et je crois justement que un des problèmes, une des origines de cette défiance qui existe à l'égard de la communication, d'un point de vue financier, c'est justement les termes. On parle trop souvent de dépenses et pas assez d'investissement. Je vais le dire avec des mots financiers. La dépense de communication, ça passe dans le compte de résultat, et c'est un EBITDA, le fameux résultat dont tout le monde parle, qui est réduit. Et donc trop souvent, on a la vision de la communication comme une dépense. C'est pas, au fond, un investissement dans la marque, ça n'est pas comme une usine ou un entrepôt, ça ne passe pas au bilan, ça ne se voit pas, ou en tout cas en apparence, ça ne se voit pas parce que ça n'est pas physique, ça n'est pas tangible. Et bien, je crois qu'il faut sortir de cette dichotomie, je crois qu'il faut vraiment sortir de cette opposition, oublier ces termes, car oui, la communication, y compris sur le plan financier, c'est bien un investissement. Alors, je vais vous montrer une première illustration. Vous voyez ici, vous voyez un ensemble de marques. Tout le monde les connaît, tout le monde les reconnaît, évidemment. Mais vous savez, ces marques-là, elles ne sont pas, pour une grande partie d'entre elles, ne sont pas au bilan. Apple n'est pas au bilan de la société Apple. Microsoft n'est pas au bilan, etc. Il y en a d'autres qui sont quand même au bilan, mais uniquement dans la valeur d'acquisition. Et c'est tout le problème de la comptabilité. La comptabilité, quand on investit dans la communication, ça passe en charge, ça réduit le résultat, et ça ne passe pas au bilan. Et encore une fois, je crois qu'en s'arrêtant en cela, on voit bien, c'est pas parce que ce n'est pas dans les bilans que ce n'est pas pris en compte par les investisseurs et les actionnaires. Et je vais vous montrer une deuxième illustration, justement pour rassurer. C'est bien un investissement, et pour le démontrer, c'est facile. On reprend les mêmes entreprises et on regarde leur valeur boursière, donc leur valeur de marché. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit qu'en réalité, pour les investisseurs, même si ça n'est pas au bilan, même si l'investissement en communication n'apparaît pas dans les bilans, eh bien, les investisseurs et les actionnaires prennent ça en compte dans les valeurs. On voit des valeurs très importantes, et une grande partie de ces valeurs pour les actionnaires, eh bien, sont justement liées à toutes les dépenses, à tous ces investissements de communication. Je le rappelle, sous l'angle financier, pour un financier, qu'est-ce qui fait la valeur d'une entreprise ? La croissance, la rentabilité et la mesure du risque. Eh bien, un investissement en communication, parce que ça permet d'augmenter les ventes, parce que ça permet de dégager des résultats, parce que ça permet de recruter mieux, parce que ça permet de recruter plus, parce que ça fidélise les clients, parce que ça fidélise aussi les collaboratrices et les collaborateurs, eh bien, c'est l'investissement en marque, la communication, le marketing, la publicité contribuent à donner de la valeur. Et je vais terminer avec, finalement, un slide, une image qui va résumer tout. Une image qui va résumer tout. C'est la valeur de l'entreprise mesurée avec ce ratio. Alors, je vais vous rassurer tout de suite, c'est derrière cet anglicisme. Voilà. Alors, le price to book, c'est un ratio que nous aimons beaucoup dans le monde de la finance. Le price to book, ça mesure la valeur de marché, et on compare la valeur de marché à la valeur comptable. Et donc là, c'est mesuré sur l'indice S&P, Standard & Poor's 500, donc les 500 entreprises américaines, 500 entreprises importantes, depuis 1980. Pour l'illustrer très simplement, quand on est au-dessus de 1, quand ce ratio est au-dessus de 1, qu'est-ce que l'on dit ? On dit qu'il y a de la valeur qui n'est pas dans les bilans. Et vous regardez, Enguerrand, depuis 1980, ce ratio est systématiquement supérieur à 1
que l'on soit en temps de crise ou en temps d'expansion. Il est parfois redescendu, mais on le voit encore aujourd'hui, même en phénomène de crise, on est à plus de 3 fois. Ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de valeur d'immatériel que de valeur de matériel. Et donc, ça me permet ici de conclure cette introduction en disant, quand on voit ce type de ratio, quand on voit ces entreprises, ça n'est pas parce que, historiquement, on parle de dépenses et non pas d'investissement qu'il faut oublier la communication et le marketing d'un point de vue financier, dès lors que c'est créateur de valeur, eh bien, c'est un investissement et ça crée de la valeur et les indices boursiers le montrent. Voilà. Alors, si les indices boursiers le montrent, vous dites qu'il y a une valeur financière, mais est-ce qu'il y a une valeur affective ? Est-ce qu'on peut mettre un peu d'affect dans ces mesures financières ? Alors, c'est évidemment toujours le plus difficile parce que l'affect, il est par nature immatériel, il est par nature subjectif et il est propre à chacune et à chacun. Sauf que l'affect, il doit se mesurer et il a sa traduction financière. Pourquoi ? Parce que l'affect, au fond, c'est une façon de fidéliser un client, de fidéliser un collaborateur, de fidéliser son environnement, ses parties prenantes. Et donc tout ce qui va contribuer, encore une fois, à générer du revenu, à générer du résultat, à générer de la fidélité, à générer de la récurrence. Quand on voit de superbes marques qui ont été construites dans la durée, au fond, on s'en fiche complètement de savoir si ça passe par le compte de résultat ou par le bilan. La réalité, c'est que ça se voit dans les valeurs et cet affect se traduit justement par cet aspect financier de récurrence, de chiffre d'affaires et à la fin de résultats. Et qui dit résultat pour un financier dit forcément un grand soulagement en termes de valorisation. Parfait, merci beaucoup Alexis pour cette démonstration, comme quoi la marque, et on l'a vu, hein, la marque a une valeur extraordinaire. Et pour en parler précisément, nous allons accueillir autour de cette table 2 marques, l'une qui est ancienne et qui est en train d'être relancée, Fusalp, et l'une qui est actuelle et qui est une marque qui repose sur la confiance, Orange. Dans cette nouvelle table ronde, nous allons parler des marques. On a vu Alexis Caclins qui parlait de la valeur financière de ces marques. Là, on va parler, j'allais dire, de la vie de ces marques. J'accueille Sophie Lacoste, qui est administratrice de Fusalp. Alors, Fusalp, on l'a dit, c'est une marque de vêtements de sport, une marque qui a vécu, une marque qui est relancée. Et vous allez nous dire comment est-ce qu'on arrive à relancer une marque comme ça qui doit rester quelque part dans le subconscient des gens, mais ils ne savaient plus très bien de quoi on parlait. C'est extrêmement agréable et joyeux à faire. C'est un actif formidable, inestimable. C'est resté dans l'esprit des gens. Oui. Quand on a racheté cette entreprise, qu'on a commencé à ouvrir des boutiques, on avait des gens qui rentraient dans les magasins en nous disant « Oh, Fusalp, incroyable, c'était mon cadeau de Noël quand j'étais adolescent, c'est tellement, tellement d'émotions. » Et quand on a une telle Madeleine de Proust, on a une chance folle. Les gens ont un a priori positif, une bienveillance vis-à-vis des actions qu'on a menées et qui nous a énormément aidés. Alors ça c'était, vous dites, c'était les cadeaux d'anniversaire des gens qui ont un certain âge. Maintenant, on vit dans une autre époque. Comment est-ce qu'on adapte une marque et une époque ? C'est tout le sujet. Comment est-ce qu'on la rend vraiment contemporaine ? Et je crois que les valeurs de cette marque qui sont très fortes, d'authenticité, mais aussi d'audace, de mobilité, sont extrêmement contemporaines. On voit bien aujourd'hui, on va travailler chez soi, on a besoin d'un vêtement qui soit confortable, qui ne se froisse pas, on peut être plus ou moins affalé dans son canapé, et puis il va falloir se lever, sortir, aller à un rendez-vous et être impeccable. Et justement, toute cette technicité, ce bien-aller, cet accompagnement du mouvement est profondément dans les valeurs de Fusalp et extrêmement contemporain. Donc, mais tout le sujet, quand on reprend une marque, c'est ça, c'est de ne pas faire quelque chose d'ancien, c'est d'être extrêmement actuel et même d'être devant. Alors, vous l'avez dit, une marque, ça véhicule quelque chose. Quand on s'adresse à des publics différents, est-ce que la réception est la même ? Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre ce que vous aviez imaginé de la marque et ce que le nouveau, j'allais dire, public et vos nouveaux consommateurs attendent d'une marque ? Alors, des valeurs différentes. Non, je crois que les valeurs sont extrêmement fortes, elles sont constitutives de l'ADN de la marque de toute façon. Donc la vraie patronne, c'est la marque. Donc nous, c'est elle qui nous guide et qui dit ce qu'elle doit faire. Notre métier à nous, c'est de nous adapter. Et je crois justement qu'elle a rencontré le public qu'on imaginait qu'elle allait rencontrer. Quand on a repris cette marque, on a doublé le chiffre d'affaires en vendant moins de produits. Parce qu'on a tout à coup fait des produits beaucoup plus qualitatifs, beaucoup plus
plus premium et qui répondait à une demande qui existait. Et ça a été tout de suite validé, puisqu'au bout de notre première année d'activité, ce qui est resté en stock, c'est justement les anciens produits qui étaient faits, et tout le premium qu'on avait fait avait eu énormément de succès. Et donc, on a pu répondre à cette demande-là d'un vêtement qui soit à la fois polyvalent, à la fois technique et extrêmement élégant. Alors là, vous venez de démontrer, de faire la démonstration que la marque avait une valeur financière. Vous avez pu vendre avec des prix beaucoup plus importants. Un produit beaucoup plus qualitatif. Un produit beaucoup plus qualitatif. Comment est-ce qu'on entretient comme ça la valeur de la marque ? Je pense que c'est en continuant à être extrêmement authentique, à nourrir la valeur, à nourrir les valeurs de la marque en termes on a beaucoup de programmes de soutien aux jeunes sportifs, des collaborations très mode. C'est toujours travailler, en fait. Nous, on travaille sur 2 pieds. On a à la fois la mode, à la fois le sport. Fusalp a été créé comme ça. Et donc, il faut nourrir au même moment ces 2 jambes-là. D'accord. Alors, la question de la marque est une question qui intéresse beaucoup nos étudiants. Nous avons une question pour vous, Sophie, qui est de Lucas Lojard, qui est étudiant en master spécialisé marketing, donc ça, c'est important, management et digital à l'ESSEC. Bonjour, je souhaite adresser ma question à Madame Lacoste. Selon vous, quel levier de la communication avez-vous mis en place pour refaire émerger votre marque ? Qu'est-ce que vous répondez à Lucas ? Eh bien la première chose qu'on a faite quand on a relancé Fusalp, c'est travailler en fait plutôt sur du B2B, en faisant un partenariat avec le magasin Colette, qui nous a permis tout de suite d'être relancé en termes de mode, de pouvoir être écouté par les acheteurs, notamment au Japon, aux États-Unis, et d'un coup de reprendre une place de premier ordre, parce qu'on avait un médiateur, un médium à ce moment-là, qui était de premier ordre, et à la fois de marcher, comme je le disais, sur notre jambe de sport, avec un nouvel ambassadeur qui est Antoine Deneria, qui est notre dernier médaillé d'or français aux Jeux Olympiques en ski. Et donc ces 2 éléments-là nous ont permis de retrouver à la fois une visibilité, mais aussi une désirabilité. Merci. Je me tourne vers notre deuxième invitée, qui est Béatrice Mandine, directrice exécutive communication, marque et engagement d'Orange. Alors, Orange, c'est des histoires de marque, parce que je le rappelle, il y a eu toute une transformation d'une marque, j'allais dire ancienne, qui était France Télécom, vers une marque Orange. Ça a été extrêmement compliqué et vous l'avez mené. Comment est-ce que Orange répond aux attentes des consommateurs ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette marque ? Quelles sont les valeurs qui véhiculent ? Par l'écoute, évidemment. Je veux dire, la force du métier de communicant, c'est qu'on est en prise quasi émotionnelle, en fait, avec ses clients, mais la société tout entière dans laquelle on évolue. Et un bon communicant, il doit être curieux au monde et il doit être aussi attentif et sensible aux signaux faibles qui font évoluer cette société, précisément pour que la communication soit pertinente. Donc, c'est clairement par cette écoute et par cette sensibilité qu'on arrive à créer de la valeur pour l'entreprise et qui, traditionnellement, se lie en fait à la société par une promesse. Alors, est-ce que cette marque, c'est une sorte de réassurance pour vos clients ? Parce que vous évoluez dans un monde technologique qui évolue beaucoup, on l'a vu en mobile, on est maintenant dans la 5G, il y a eu des interrogations. Est-ce que Orange, c'est de l'assurance ? Orange, c'est aussi de l'assurance. Oui, une marque, d'une manière générale, ça a pignon sur rue, déjà. On dit souvent ça, mais c'est vrai. Ça rassure quand il y a des interrogations. Et dans un monde qui bouge beaucoup, c'est indiscutablement, en tout cas, une boussole pour certains, oui. Alors, vous êtes directrice de la marque. On a vu tout à l'heure, dans les slides d'Alexis Caclins, il y avait des sociétés qui avaient une valorisation boursière extraordinaire, et une partie de cette valorisation était la valeur de la marque. Vous militez pour que cette valeur soit inscrite au bilan des entreprises ? Alors, il se trouve que c'est un héritage chez Orange, puisqu'on a acquis la marque Orange en 2000 maintenant. Donc, effectivement, chez Orange, elle est inscrite au bilan. Mais comme le disait Alexis, il n'y a pas besoin de ça. C'est plutôt qu'il faut croire à la marque, il faut développer une culture de branding, être convaincu, et c'est le rôle de la DIRCOM que je suis et de la directrice de la marque que je suis, de convaincre l'entreprise qu'on a ce bien commun
et qu'il sert à tout le monde. Et donc, il faut le nourrir, d'une part. Il faut lui faire prendre le virage des évolutions de la société, on en parlait. Nous, chez Orange, on a fait le pari d'une stratégie de marque engagée, puisqu'on a vu que la société évoluait. On s'est engagé depuis le début à un bon usage du numérique. Et on est capable, du coup, d'engager des actions de communication qui, soit s'engagent pour la sécurité routière, en disant que vous ne touchez pas à votre téléphone quand vous êtes au volant, soit alertent les parents pour le temps d'écran des ados qui, de temps en temps, en abusent, et il y a quand même des risques. Ou alors, dernièrement, c'est le cas chez nous, on a mis en place des circuits de recyclage et on encourage tout le monde à ramener son téléphone pour protéger la planète. Donc on met à disposition les moyens d'être vertueux par rapport à la planète, et on imagine que cette promesse-là, ça nous rapproche effectivement de l'ensemble de nos publics, en fait. Alors c'est un peu contre-intuitif, vous faites des actions de communication pour dire n'utilisez pas mon téléphone. Non, on ne dit pas n'utilisez pas, on dit utilisez-le bien. Bien. Et effectivement, on a une plateforme qui s'appelle Bien Vivre le Digital, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est absolument convaincus que c'est un outil merveilleux de développement, d'ouverture au monde et tout ce qu'on veut, pourvu qu'on soit averti des risques. Et de ce point de vue-là, il faut être assez transparent pour être capable d'en parler. Alors, au sein des États généraux, vous vous engagez à développer les moyens et l'étude de la culture de la marque. Le constat qu'on fait tous, c'est qu'il y a quand même en France un petit déficit de culture de marque au sens général, et ça a beaucoup d'écueils. Et notamment, ça amène parfois aux caricatures qu'on connaît. C'est-à-dire, non, la publicité, ça n'est pas la surconsommation, ce n'est pas l'encouragement à la surconsommation, et non, les dépenses de communication ne sont pas que des dépenses inutiles, mais bien un investissement, on l'a vu, pour réassurer les clients, pour réassurer les salariés aussi, et motiver et engager les salariés en interne. D'accord, donc il y a une culture de la marque à développer. Vous avez une question, vous aussi, d'un étudiant, et cet étudiant, c'est Maxime Ration, qui, lui, est en master spécialisé marketing, management et digital à l'ESSEC. Madame Mandine, bonjour. Face au bashing des jeunes pour certains grands groupes et entreprises qui ne seraient pas assez engagés, comment faites-vous pour justement aller séduire ces jeunes et les intégrer au projet de l'entreprise et in fine leur donner du sens? Et qu'est-ce que vous répondez à Maxime? Alors, ce que j'ai envie de dire à Maxime, c'est que c'est bien d'avoir l'esprit critique, mais avant de faire des grandes entreprises ou de l'entreprise bashing, il faut regarder un peu ce qui s'y passe. Et précisément, d'ailleurs, en matière de protection de l'environnement, parce qu'on le sait tous, c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. Eh bien, il y a certaines grandes entreprises qui sont beaucoup plus vertueuses que les startups qui peuvent avoir pignon sur rue. Donc, il faut faire le tri. Donc, pas s'arrêter au superficiel. Et puis, sur le fond... Pour répondre sur le fond à sa question, il n'y a pas d'autre solution que la preuve, en fait, de démontrer les choses et donc faire un effort de transparence pour montrer que les entreprises se transforment, qu'elles soient petites ou grandes. C'est une question d'engagement. Très bien, merci beaucoup Sophie Lacoste. Merci Béatrice Mandine, et nous accueillons sans plus tarder nos nouveaux invités. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Nous poursuivons sur l'exploration de la valeur des marques, et je reçois autour de cette table Marie-Laure Dubuisson-Minaert, qui est CMO de Longchamp. Alors CMO, c'est le directeur marketing, voilà, dans un bon vieux français. Et puis Anne-Marie Gaultier, directrice marketing de la communication d'Intermarché et de Netto. Je me tourne vers vous, Marie-Laure. On l'a vu, on vient de traverser une crise de Covid, une crise où les Français étaient un tout petit peu angoissés, où ils avaient besoin d'être réassurés, j'allais dire. Est-ce que la marque participe à la réassurance de la population ? La marque participe complètement à la réassurance de la population. Et c'est vrai que chez Longchamp, on a tous été très secoués par le Covid. Et la première chose qui est arrivée, c'est de se dire, il faut qu'on retrouve nos racines, il faut qu'on retourne à l'essentiel. C'est hyper important de se redire, voilà, qui on est, qu'est-ce qu'on propose, à qui, comment, pourquoi. Alors, pardon, vous, c'est une marque de luxe, oui. De savoir-faire. Est-ce que quand on entend Longchamp, on pense immédiatement au savoir-faire? Comment est-ce que vous connectez les deux? Aujourd'hui, le savoir-faire chez Longchamp, c'est complètement clé. Une grande différence chez Longchamp, c'est qu'on est fabricant.
Donc on a nos propres ateliers de fabrication, ce qui nous permet d'avoir une flexibilité incroyable, mais aussi une créativité. Et puis bien sûr de pouvoir contrôler à chaque étape non seulement la créativité, mais aussi le savoir-faire, la transmission des bons gestes et surtout la qualité des produits au final. Et c'est ça la puissance d'une marque. On a vu la démonstration des marques comme Apple, comme Amazon, comme Orange, sont des marques internationales. Et c'est dur d'imposer une marque dans des cultures différentes ? Alors, ça dépend ce qu'on raconte. Chez Longchamp, on a décidé d'avoir un discours très simple qui est de dire Longchamp, c'est la marque de l'art de vivre à la française. Et donc, on essaye d'exporter un peu partout dans le monde. Et en fait, ça résonne parce que, d'une part, les gens qui voyagent, qui sont déjà venus à Paris, eh ben, ils ont cet imaginaire des cafés parisiens, des épiceries. Et en fait, quand on arrive et qu'on crée des événements ou bien qu'on crée des histoires en local qui rappellent cet imaginaire parisien, ça fonctionne très, très bien. Et alors, nos amis chinois, qui, on l'espère, vont revenir bientôt en France, parce que là, ça fait un petit bout de temps qu'on ne les a pas vus. Mais en fait, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils voient à Paris ? Ils voient beaucoup de femmes qui portent des sacs Longchamp. Et en fait, pour eux, c'est devenu le French bag. Donc en fait, on entend, quand on a des consommateurs chinois, quand ils rentrent dans une boutique Longchamp, en fait, ils disent « je veux the French bag », celui que j'ai vu à Paris au bras des Parisiennes et des Françaises. Alors, ce qu'on voit quand on rentre dans une boutique Longchamp, c'est des pommes. On voit des pommes, on voit des poires, des poireaux aussi. Pourquoi ? Ça n'a rien à voir. Alors, ça n'a rien à voir, et pourtant, ça a complètement à voir. Donc, je vois Anne-Marie qui se dit on aurait dû faire un partenariat Intermarché, peut-être. Mais en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est, d'ailleurs, quand on a lancé ce petit filet, qui faisait un peu cet imaginaire, qui racontait cet imaginaire de je vais au marché, j'achète des produits frais, des produits locaux. En fait, pour le lancer, on s'est associé à la Maison Plisson, qui est donc une épicerie fine à Paris. Et donc, de là est partie l'idée de faire des cagettes Longchamp et de mettre des fruits, des pommes, des fleurs à l'intérieur. Et donc en ce moment, nos vitrines, justement, créent cette émotion, d'abord c'est très visuel, et en même temps, les gens s'arrêtent, prennent des photos. On n'a jamais eu autant de photos de vitrines qui ont été prises par des clients et par des passants. Donc on voit que ça plaît et que ça crée en fait de toute façon un lien. Alors je m'adresse à vous, Anne-Marie Gauthier, vous êtes directrice marketing et de communication d'Intermarché. Alors là, vous, des pommes, vous en vendez. Hein. Vous en vendez beaucoup. Et alors, vous avez, depuis un certain temps maintenant, travaillé la marque Intermarché avec les producteurs. Donc on est véritablement dans le terroir, dans les petits producteurs. Donc producteurs et j'allais dire le mieux manger. Comment est-ce que vous travaillez cette marque ? Alors, la première chose, c'est que nous, on est producteurs et commerçants. Comme vous, on fabrique nos produits. Donc on est les seuls retailers qui font ça. Et donc, on a nos propres usines, ce qui nous permet de définir le cahier des charges pour nos produits. Et on a fait, par exemple, une énorme étude sur 10 000 Français pour comprendre quelles étaient leurs attentes en termes d'alimentation. Et donc, de comprendre quelles sont leurs attentes catégorie par catégorie sur les céréales, sur les yaourts, sur la viande, etc. Ce qui nous a permis de faire un cahier des charges et d'être très clair sur ce qu'on veut faire bouger dans nos recettes. Et donc, on a tout un programme sur plus de 6 000 références pour faire évoluer nos recettes. Très concrètement, ça veut dire quoi ? On sort là, par exemple, toute notre gamme Chabrior sur les pains de mie, fabriqués évidemment en France, avec de la farine française, sans huile de palme et sans additifs. On va sortir, par exemple, toute notre gamme d'eau, Aix-les-Bains, en 100% RPET. Donc, on travaille sur plusieurs axes. Qu'est-ce qu'est le RPET ? C'est le plastique recyclé. D'accord. Alors, on a plusieurs axes. La santé. Les attentes français, en tout cas, c'est la santé, l'environnement, la société. Donc, par exemple, sur la société, on rémunère mieux nos éleveurs, nos agriculteurs. Et donc là, c'est toute la gamme Merci qu'on a développée. Merci les éleveurs. Donc, on a du lait, on a des œufs, on a des yaourts, voilà. Donc, c'est toute une gamme de produits qui se vend extrêmement bien. Donc, ça, c'est des choses très concrètes qu'on fait pour montrer comment on fait avancer la société de demain. L'autre chose qu'on fait, parce que notre positionnement de marque, c'est amener le mieux manger à la portée de tous. Donc voilà, on a une vraie vision, une vraie ambition pour les Français, qui est démocratiser ce mieux manger. Donc ça passe par nos produits, comme je vous expliquais, mais ça passe aussi par nos films, par la communication. Et c'est là où on va communiquer, on va inspirer les Français à mieux manger avec tous nos films très émotionnels,
Par exemple, la jeune fille qui tombe amoureuse du jeune homme et qui, du coup, se prend à acheter plein de produits traditionnels, de fruits et légumes et de viande, alors que d'habitude, il achète de la bière et de la pizza. Donc voilà, on voit une façon d'inspirer les jeunes à manger mieux. Mais donc on a cette approche très émotionnelle, mais on a aussi une approche très par la preuve, d'où toutes ces annonces presse sur le mieux manger, où on va expliquer le changement de recettes, etc. Donc ça veut dire que derrière cette marque Intermarché, vous avez l'ambition de jouer un rôle. Ce n'est pas simplement un discours sur le prix. Non, absolument. Alors, le prix est super important, hein, parce que surtout dans un contexte de crise, le mieux manger, quand on dit amener le mieux manger à la portée de tous, il y a bien une idée de démocratisation de ce mieux manger. Donc, ça veut dire des produits bien fabriqués en France, avec des ingrédients français, parce qu'on a sorti le Franco-Score aussi, qui permet de voir le pourcentage d'ingrédients français dans nos recettes. Donc voilà, on apporte toutes ces preuves à un prix tout à fait abordable. Donc. Alors, vous avez vu évoluer les consommateurs, vous avez vu évoluer les attentes. Est-ce que il faut toujours courir après les attentes des consommateurs ou c'est à vous d'offrir quelque chose? Non, il faut préempter. C'est pour ça qu'on fait toutes ces études pour comprendre les attentes, mais aussi de deviner demain ce qui va se passer. On a adapté aussi, parce que dans cette partie sociétale, il y a les produits, mais il y a aussi sa posture par rapport à ce qui se passe dans la société. Et l'année dernière, et encore cette année, par rapport au confinement, on a eu une prise de parole très sociétale, solidaire. Donc on a pris la parole sur le soutien aux filières agricoles, mais après c'était sur les magasins non essentiels, dits non essentiels avec notre communication Désolé Amazon, où on tendait la main justement aux libraires. On a fait toute une communication après sur les aides-soignants, dont un film qu'on a fait sur la fin de l'année pour remercier tous les aides-soignants qui étaient au front toute l'année. Et puis là, plus récemment, un soutien aux étudiants. Donc voilà, on a décidé de prendre la parole systématiquement sur des grands sujets sociétaux qui concernent tous nos clients. D'accord. Marie-Laure Dubuisson aussi, une marque comme Longchamp, ça a un rôle aussi dans l'évolution de la société ? Ça a un rôle, forcément. De toute façon, toutes les marques ont un rôle sociétal. Maintenant, après, il faut mettre le curseur au bon endroit. Je pense qu'aujourd'hui, Longchamp s'implique, par exemple, dans des sujets au niveau de la réparation. En fait, il faut le savoir, on répare 50 000 sacs par an dans nos ateliers. Donc ça veut dire qu'au départ, les produits sont de très bonne qualité. Donc les gens veulent les garder, ils les bichonnent, et puis éventuellement, quand ils s'abîment, ils demandent à ce qu'on les répare. Donc ça, c'est quelque chose qui participe aussi à l'effort qu'on fait tous ensemble pour mieux consommer. Pour mieux consommer. Merci beaucoup Marie-Laure Dubuisson, merci beaucoup Anne-Marie Gauthier. Merci. Et on a vu effectivement que, à travers vos deux exemples, les marques peuvent s'engager et jouer un rôle dans la société qui évolue.